Vincent, vous êtes le directeur général de Sphéréa. Le croissance externe, ça tombe excessivement bien, puisque vous avez réalisé cet été, Sphéréa, une acquisition aux États-Unis pour renforcer votre présence internationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la logique qui a guidé cette opération et finalement comment elle s'insère dans votre stratégie de croissance externe? Bien. Bonjour à tous. Rapidement, Sphéréa, c'est environ 160 millions de chiffre d'affaires, 700 personnes. On est présent à peu près partout dans le monde. On est un constructeur de solutions de test électroniques, enfin pour des équipements électroniques, embarqués dans les avions, pas uniquement, dans des systèmes aussi critiques comme des centrales nucléaires. Voilà. Donc on est principalement en France quand même, environ 500, 600 personnes. On va dire que oui, 550 personnes. Et puis majoritairement à Toulouse. Voilà. Donc en effet, on a fait une acquisition cet été, au mois de juillet, aux États-Unis, dans le Michigan. Donc on est très fiers de cette acquisition, puisque c'est notre première acquisition à l'international. Alors, on est déjà présent depuis longtemps, et ça s'inscrit dans une stratégie qui est simple, finalement, c'est de s'ancrer encore un peu plus dans ce territoire, qui nous pose quelques problèmes que vous connaissez tous, pour des droits de douane et divers. Mais aussi, on vend mieux aussi en étant américain sur le terrain finalement américain. La deuxième raison, c'est qu'on a des clients qui se développent, et vous connaissez la croissance tous, que l'on connaît ensemble, et il faut les accompagner. Et pour les accompagner, c'est en proximité pour amener plus de réactivité. Voilà, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, il faut quand même être prudent. On a tous une croissance, on est content de l'avoir, mais il faut être prudent pour la suite. Et donc ce qu'on cherche avec cette acquisition, ce qu'on a cherché à faire, c'est de se diversifier aussi sur différents marchés qui sont prometteurs en tout cas pour la suite, et surtout qui nous permettent de sécuriser la croissance que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Comment on fait pour ne pas perdre son âme? Comment réussir à concilier cette dimension mondiale avec votre culture d'entreprise et les valeurs humaines du groupe? Oui, ce qui a fait la force de Sphéréa, c'est l'engagement quand même pas mal de nos collaborateurs et de l'expertise qu'ils ont depuis des années. Donc cette expansion, et en plus à l'international, en effet, pourrait nous éloigner de nos racines, de nos fondamentaux. Donc ce qu'on a choisi, c'est de faire une organisation pour l'instant, enfin en tout cas un modèle assez simple qu'on appelle le multilocal. Donc, ce qu'on souhaite, c'est se développer en effet dans les régions du monde, mais en étant profondément ancré dans leur territoire pour être culturellement proche des clients. Voilà, c'est le premier intérêt. Et puis, alors ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout pas d'harmoniser les processus entre nous. Voilà, on ne va pas forcément harmoniser nos organisations non plus. C'est une façon un peu simple d'organiser l'entreprise selon nous. Par contre, on a des points communs sur l'offre commerciale, sur le système d'information et sur un système de valeurs. Donc ça repose avant tout sur des dirigeants que nous sommes. Alors il faut être un peu entrepreneur quand même dans l'âme, aimer aller chez le client, aimer être proche des collaborateurs. Ça c'est fondamental, sinon on ne rentre pas chez Sphéréa en tant que dirigeant. Et puis surtout avoir une vision quand même de long terme et être ouvert à l'international. Ouvert à l'international, c'est-à-dire être ouvert sur des cultures différentes, puisqu'on peut travailler, on peut offrir en tout cas notre chaîne de valeur différemment suivant les endroits où on se trouve. Voilà. Parfait, Vincent. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nommés dans la catégorie croissance externe. Demji Group, spécialisé dans la plasturgie et les matériaux composites et biocomposites de haute performance. Le TI opère principalement dans les domaines de l'aéronautique et de l'automobile, mais également dans les secteurs de la santé, des équipements sportifs, du déminage ou encore de la bagagerie de luxe. Le deuxième, impétrant, Domusa Group, leader en maintenance aéronautique et fabrication d'équipements pour le secteur aéronautique civil et militaire. Le groupe offre un soutien mondial dans le domaine des équipements embarqués aux grands équipementiers de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Enfin, le dernier nommé, Sun Aero, fournisseur de services de maintenance aéronautique lui aussi. Il a développé au fil des ans une vingtaine de solutions brevetées qui contribuent à maximiser la disponibilité opérationnelle des aéronefs et à maîtriser les coûts de maintenance. On va vous remettre l'enveloppe et le trophée en lui-même. Suspense. Ah voilà, il a besoin des lunettes. Oui, je crois, oui. Non, c'est écrit en gros. C'est la société Demji. Demji, Pierre-Jean Leduc, merci de nous rejoindre sur scène. Munissez-vous d'un micro, Pierre-Jean. Vous avez essayé tout à l'heure de me soudoyer au moyen d'un carambar, mais eu égard à ma dentition compliquée, j'ai dit non. Je ne vous ai pas dit qui avait gagné, finalement c'est vous qui avez gagné. Bonjour à tous, merci pour ce prix, merci pour la qualité des échanges ce matin. J'ai trouvé ça très, très intéressant, très inspirant et aussi très en phase avec la stratégie de Demji, à la fois de travailler sur
la diversification qui était évoquée tout à l'heure, mais aussi travailler sur l'internationalisation, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la supply chain, il ne faut pas uniquement être présent en France. Je pense que c'est l'ouverture à l'international, ça ouvre énormément d'opportunités. Et je crois que la supply chain a besoin de ça. Et moi, ce sur quoi je voudrais témoigner, c'est qu'aujourd'hui, là, on fête les 21 ans de MBO de DMJ, qui était historiquement de Dienne d'ailleurs, hein, puisqu'il y a un lien avec nos amis de Dienne Aerospace. On n'a plus de lien capitalistique, mais on a encore beaucoup de liens dans les stratégies. Et la stratégie de Dienne Aerospace, ça a été beaucoup l'international. La stratégie de DMJ, ça a été également, dans le domaine de la plasturgie, celle de l'aérospace et celle de l'international. Donc en fait, nous, notre stratégie de développement, elle a été de se dire, il faut qu'on soit dans le domaine de la plasturgie, donc dans la fabrication de composants, on va dire, dans la chaîne alimentaire, plutôt en bas de la chaîne alimentaire, hein, pour reprendre les propos de Fraissinet tout à l'heure. Nous, on a élevé, je dirais, c'est la valeur ajoutée, devenir un one-stop shop pour nos clients, c'est-à-dire additionner des technologies pour faire en sorte que chez nos clients, on devienne de moins en moins contournable ou de plus en plus incontournable. Et ça passe par l'international. Et l'international, ça amène quoi? Ça amène l'ouverture du spectre des clients, mais aussi des nouvelles opportunités de développement et de collaboration. Et je prends souvent l'exemple de Collins. On ne travaillait pas pour Collins en France. On acquiert il y a 10 ans une entreprise à Chicago qui avait Collins comme client. Et en faisant cette acquisition, on s'est mis à travailler pour Collins en France, en Allemagne. Et en reprenant cette acquisition, on a eu la chance de reprendre une entreprise en Allemagne parce qu'en fait, Collins nous a informé d'un problème avec un de leurs fournisseurs. On a repris cette entreprise en Allemagne, c'était en 2023. Et cette année, on a fait une très grosse acquisition aux États-Unis, à Seattle, pour se diversifier non plus cette fois-ci dans le domaine des composants, des technologies, mais par rapport on va dire au risque Airbus, puisqu'en fait, on a fait le constat que nous, on travaillait énormément pour Airbus, en fait, en étant en Europe, mais que globalement, le marché de l'aéronautique, c'était aussi les États-Unis. Et donc, ça fait déjà plusieurs années, puisqu'on était aux États-Unis depuis 10 ans, mais on voulait faire une acquisition significative. Et donc, en fait, on est devenu le fournisseur numéro 1 aujourd'hui de Boeing pour les pièces plastiques et composites et intérieur cabine. Et aujourd'hui, on est très probablement, DMJ, devenu le numéro 1 ou numéro 2 mondial des pièces d'intérieur cabine avion, Airbus et Boeing confondus. Voilà, donc ça, c'est grâce à l'international. Et c'est pour ça que je ne peux qu'inviter la supply chain, nos amis de Aéro PME, du GIFAS, hein, puisque globalement, je crois qu'ici, dans la salle, tout le monde est adhérent au GIFAS ou presque. Et regarder l'international, c'est forcément une ouverture, c'est forcément des opportunités et c'est forcément de la croissance dont la supply chain a besoin. Merci beaucoup, bravo, on vous applaudit pour ce discours. Vous allez pouvoir poser devant notre photographe avec votre parrain. On immortalise l'instant. Merci et bravo à tous les deux. Je vous laisse rejoindre le public. On aborde presque notre dernier trophée de la matinée, sera bientôt fini. Vous inquiétez pas, celui de l'aviation décarbonée. Il est remis par Thierry Cotel, conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Thierry, pourquoi c'était important pour la région Occitanie de remettre le trophée spécifiquement de l'aviation décarbonée? Mais tout simplement parce que depuis quelques années, il y avait une espèce de petite musique qui disait que l'aéronautique n'était pas si vert que ça. Donc il a fallu se battre par rapport à cette idée reçue, parce que je rappelle quand même que l'aéronautique, le secteur aéronautique a fait énormément d'efforts depuis de nombreuses années pour justement réduire ses émissions de gaz à effet de serre, qui ne représentent que 2 à 3% des émissions globales, et qu'il fallait aussi faire quelque chose sur la décarbonation de notre industrie. Donc c'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble du secteur et partout un petit peu dans les régions aussi industrielles aéronautiques, nous avons lancé ce qu'on appelle un plan vert. Alors j'aime pas trop cette expression plan vert, c'est plutôt plan de décarbonation donc du secteur industriel, non seulement sur les structures aéroportuaires. Ce matin, Philippe Crevassa nous disait ce qui avait été fait ici sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, non seulement aussi sur les aéronefs et puis sur les carburants, notamment les carburants durables, mais également aussi sur les entreprises industrielles qui ont besoin aussi de décarboner leur propre production. Et nous les accompagnons d'ailleurs avec des fonds bien spécifiques qui permettent de pouvoir porter l'investissement du matériel, mais également aussi des infrastructures immobilières, notamment pour réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour nous, c'est important de remettre ce prix parce qu'on est pleinement, avec ce plan de plus de 150 millions d'euros, je le cite, investi dans la démarche de décarbonation. Je vous propose qu'on découvre les nommés Ascendance, qui a l'ambition de réduire l'empreinte carbone et le bruit généré par les hélicoptères en développant ATA, un aéronef hybride électrique capable de transporter 4 passagers sur 400 km. Le deuxième nommé, c'est Blue Spirit Aero, qui développe un avion léger, zéro émission et silencieux, grâce à sa technologie unique de propulsion distribuée et reposant sur des modules électropropulsifs à hydrogène. Cet appareil entend répondre au double enjeu de l'accompagnement de la croissance du transport aérien et de la nécessaire décarbonation de l'industrie. Et le troisième nommé, H3 Dynamics, j'espère que je dis comment, H3 Dynamics, comment on dit Thierry? Oui, ça devrait aller. Tout le monde a compris là. À 13h, tout le monde a compris. Solution hydrogène électrique pour l'aéronautique. Et on va vous remettre tout de suite donc l'enveloppe, le trophée. Bien, le lauréat de la catégorie aviation décarbonée est Ascendance. Merci à Jean-Christophe Lambert de nous rejoindre, le cofondateur et CEO d'Ascendance. Il va faire plaisir à Agnès. Merci beaucoup, merci pour ce prix et bravo aux autres nominés. Donc Ascendance est né en 2018 avec effectivement une intention de décarboner l'aviation à travers l'hybridation. On développe notre avion ATA qui est sur le marché de l'hélicoptère, mais aussi on développe des technologies clés qu'on propose à d'autres avionneurs. Donc on voit vraiment notre impact au niveau de l'industrie en offrant aussi des technologies, en développant notre avion. Et c'est ça qui nous a permis aussi de développer des partenariats clés avec Airbus, avec Daher, avec de l'air aussi sur d'autres applications de drones. Donc on est très fiers de ce prix-là et puis comptez sur nous pour continuer de pousser au niveau régional, national et au-delà toute notre ambition. Merci Jean-Christophe. Posé avec Thierry devant notre photographe. Merci encore, bravo. Allez, c'est la dernière séquence, je vous le promets, de notre matinée, mais c'est une séquence importante. Je demande à Didier Katzenmayer et Thierry Quillet de me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements. Didier, le jury a tenu à remettre un prix personnalité de l'année. Tout à fait. Alors, vous m'avez fait peur, Didier, parce que je lisais l'incompréhension sur votre visage. Mais... Non.
C'est le micro. Ah, d'accord. C'est mieux. Mais on a changé un peu la gamme opératoire. Tu m'en veux pas? C'est moi qui démarre. C'est Eh ben, c'est Thierry, pardon. Donc voilà. je confirme. Et d'ailleurs, je confirme. Thierry, que vous souhaitiez je confirme que la personne élue dans la salle n'est absolument pas au courant. Donc ce sera une surprise réelle. Et je tiens à souligner, puisque nous sommes plusieurs dans le jury, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, il y a eu pour ce prix un consensus, même plus une unanimité, pour célébrer une personnalité qui travaille pour tout le monde. Alors souvent dans l'ombre, pas toujours, mais la plupart du temps dans l'ombre, et qui travaille au service de tous les acteurs de la filière, donc toutes les personnes qui sont certainement ici dans la salle. Alors avant d'en dire plus, puisque là il n'y a pas plusieurs nominés, il n'y en a qu'un seul, je vais laisser Didier peut-être compléter un petit peu pour donner quelques indices, pour que la personne dans la salle se reconnaisse. Parfaitement, merci Thierry. C'est vrai que c'est une personne de qualité qui œuvre depuis pas mal d'années, qui a été en responsabilité en tant que mandataire social, qui a œuvré dans plein de sujets et qui travaille au quotidien et qui a tout à l'heure parlé d'un élément qui était important. On a parlé de technologie, on a parlé de savoir-faire, et lui il a parlé d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes. Il est revenu sur l'humanité, il est revenu sur plein de sujets qui sont importants, et lorsqu'on est en responsabilité comme il peut l'être sur les sujets qui nous passionnent, c'est un homme qui a la capacité de débloquer des situations. Et vous savez, souvent dans nos industries, on est tous intimement liés et on a une complexité dans notre supply chain, et il essaie d'amener cette contribution. Et il le fait avec beaucoup de volonté. Et il le fait, je peux vous assurer, avec cette passion. Et ça demande des fois une complexité intellectuelle pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc c'est pour toutes ces raisons. Alors il le fait avec passion, professionnalisme, Tout à pugnacité, intégrité totale. Voilà. Puisque... Neutralité. Donc là on commence à concevoir un petit peu il y a un sourire au premier rang qui montre que la personne commence à sentir le vent venir. Donc cette personne que nous avons unanimement désignée est Philippe Bernat. Voilà. Merci de nous rejoindre sur scène, Philippe. Merci de nous rejoindre. Qui en plus c'est un scoop, aura le plaisir de prendre une retraite méritée en 2026, donc il nous a tous semblé effectivement utile et nécessaire de célébrer. Rapprochez-vous d'eux, prenez un micro, Philippe. Tiens, Philippe. Je suis très, très ému, je ne m'attendais pas à cette présentation de la humble personne que je suis. Je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est un bonheur et un honneur de travailler avec cette filière, avec vous deux, mais avec tous ceux qui la composent, tous ceux qui sont intervenus ce matin. Qui, gamin, n'a pas rêvé de construire des avions ou de les piloter? Gamin, il faudrait dire bientôt aussi gamine. Ça, c'est la partie professionnalisation, féminisation de notre filière. Et au-delà de ça, d'abord un grand merci à tous les dirigeants des entreprises de la filière qui sont là parce que ce sont des héros. Parce que tous les jours, ils travaillent, tous les jours, ils remettent en question leur implication dans un moment qui est extrêmement compliqué, on l'a bien compris, et que c'est grâce à eux que j'ai le plaisir de faire le travail que je fais, à savoir de faire parler les gens. Alors je voudrais juste dire deux, trois petites choses. Philippe, ne m'en veut pas, c'est un message subliminal, mais dès qu'on parle, et qu'on parle de façon positive, constructive, on arrive toujours à trouver des solutions. Didier le sait, nous avons tous les ans plusieurs dizaines de médiations. Toutes les médiations que nous avons menées collectivement, ce n'est pas mon travail, c'est un travail collectif avec le Collège des médiateurs, ont toutes été conclues positivement. Et puis l'autre point que je voudrais dire, le GIFAS travaille autour de trois composantes essentielles, trois programmes essentiels. Le programme de l'excellence avec Aéroexcellence, c'est un programme offensif,
un programme défensif sur la cybersécurité pour rendre nos entreprises les plus fortes possibles dans leur fonctionnement et dans leurs échanges les unes avec les autres. Et puis également un troisième programme, qui est un programme collectif, qui est Business Excellence, et qui répond aussi à un point qui a été mis en avant tout à l'heure sur le manque de discussions stratégico-affectives. Voilà, on est en plein dedans. C'est-à-dire comment on fait en sorte pour travailler mieux les uns avec les autres en mettant sur la table tous les sujets, en s'accrochant à la problématique des contrats dans le monde aéronautique, y compris les problématiques de coûts, et puis de trouver des solutions et de faire en sorte qu'on rétablisse un vrai dialogue. Dernière chose, et ça je pense que c'est une satisfaction, j'étais entrepreneur, être médiateur c'est être dans l'immatériel. Et c'est frustrant lorsqu'on a mis ses mains dans des systèmes complexes, comme j'ai pu le faire. Et en fin de compte, je m'aperçois, alors ça c'est pour me rassurer à ce moment de fin de carrière, comme tu le disais Thierry, que finalement, tous collectivement, la médiation, nous travaillons sur un actif immatériel remarquable, qui est celui de la communication, qui est celui de la confiance, qui est celui de la transparence. Et pour reboucler avec la thématique du jour, je me tournerai bien vers les investisseurs en leur disant, cet actif immatériel, à combien vous le valorisez dans vos négociations? La force de la filière, c'est ça. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Merci et bravo. Vous pouvez poser devant notre photographe. Allez-y pour la photo, tous les trois. Rapprochez-vous, il va vous faire signe. Et d'ailleurs, tous les autres intervenants, intervenantes, partenaires, venez nous rejoindre ensuite sur scène pour la dernière photo finale. En enlevant votre badge, oui, ce sera plus élégant. Restez tous. Venez nous rejoindre, les intervenants des tables rondes, les partenaires, les gagnants, celles et ceux qui ont été récompensés. On va faire une photo. Mettez-vous devant, monsieur Kayat. Merci à toutes et tous. Il est temps de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. Ça se passe là-bas. Merci à vous. Avec plaisir. Ça va ? Ah bah ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.